Je m'appelle Étienne, mais dans l'unité, on m'appelait le Vautour. En 2009, j'étais encore dans les forces spéciales. Un groupe discret, mobile, formé pour intervenir là où l'État préfère qu'on ne mette pas de panneaux. Aujourd'hui, je suis gendarme à Lyon. J'écris ceci pour que mon cœur respire, et parce qu'une part de moi craint d'oublier, autant qu'une autre redoute de se souvenir. Nous étions 14, un lieutenant et 13 hommes. On nous avait parachutés en Auvergne, sur la ligne incertaine entre la Haute-Loire et la Lozère. Le motif officiel parlait d'un dépôt clandestin et de activités de contrebande. Rien qui justifie une équipe comme la nôtre. Mais c'est la mode dans ces dossiers, d'employer des mots qui n'attachent nulle part. L'ordre réel, nous l'avons compris plus tard. Monter, regarder, effacer. Les puits, ces cônes de cendres, ressemblaient à des bêtes endormies. Les prairies montaient en vagues, coupées de murets en pierre sèche. Le vent avait une odeur d'eau froide et de fer. Après 2 jours de progression à travers une mosaïque de pâtures et de hêtraies, nous avons atteint un hameau sans nom. À l'entrée, une croix de granit noircie par la pluie. Les maisons, trapues, coiffées de lauze, faisaient dos à la route, comme pour chasser le monde. Le lieutenant Vauvert a frappé à la première porte. Une vieille femme a ouvert, pas seulement vieille, sévère, l'arc du nez comme taillé au couteau, la bouche fine, les yeux d'un gris de cendre. Autour d'elle, 5 ou 6 jeunes femmes, toutes trop belles, trop calmes, avec la propreté méticuleuse de celles qui se savent regarder. Leurs cheveux retenus par des rubans ternes, leurs mains, si blanches, semblaient n'avoir jamais soulevé une bûche. Elles nous ont invités à entrer. On aurait dit qu'elles nous attendaient. Nous avions faim. La table s'est couverte de pain épais, de fromage du pays, de pommes encore froides de cave. Puis est venue la viande. Une braise maîtrisée, une cuisson lente, des morceaux tendres, presque sucrés, d'une fibre que je ne reconnaissais pas. Je venais de Bretagne, j'avais chassé, j'avais servi en Afrique. Je connaissais les textures, les odeurs. Là, rien n'entrait dans mes cases. Avant le repas, nous étions passés par la boutique, un recoin où l'on vendait un peu de tout, tabac, ficelles, boîtes de conserve. L'homme derrière le comptoir avait la soixantaine abîmée et des mains d'ecclésiastique, longues, fines, tremblantes. Il nous avait observés longtemps, puis, d'une voix qui semblait craindre de s'entendre, il avait dit « Ne laissez pas votre faim décider. Ici, ce qui nourrit attache. » Quand il a vu nos insignes, il a hoché la tête triste comme s'il reconnaissait une maladie. J'étais prêtre autrefois. J'ai osé intervenir. On m'a laissé vivre, mais on m'a pris les gestes. Je ne peux plus bénir, ni même ouvrir un missel. Je n'ai pas le droit de partir. Il avait souri avec une ironie sans joie. Vous ne me croirez pas. Notre misère est vieille. Elle a des racines plus anciennes que nos églises. J'ai tout rapporté à Marin, mon voisin d'armoire métallique. Il a levé les yeux au ciel. Plus rien à plaisanter. En Auvergne, même les confesseurs se prennent pour des sorciers. Mais au moment où j'ai mordu dans le premier morceau de viande, j'ai repensé à la phrase « Ce qui nourrit attache ». La chair avait une saveur de sous-bois et de pluie. Je n'ai pas fini mon assiette. Avant de nous quitter, l'une des jeunes femmes, elle s'appelait Aline ou Alix, je ne sais plus, a posé la main sur l'épaule du lieutenant et a glissé. « Ne montez pas au puits, pas cette nuit. La montagne n'aime pas qu'on la réveille en septembre. » Son sourire n'était pas aimable. Il ressemblait à une consigne. Dehors, dans la lumière déjà courte, les habitants nous observaient sans curiosité. Comme on regarde un convoi funéraire qu'on ne peut empêcher. J'ai compris, devant ces visages, qu'ils nous savaient déjà perdus. Nous avons établi un point de départ dans un ancien buron, une cabane de berger en pierre, à mi-pente. Une carte IGN tachée de pluie sur les genoux. Le lieutenant nous a donné la ligne. Progression en éventail vers une clairière circulaire notée « Mare temporaire ». L'information venait, paraît-il, d'un ancien dossier de gendarmerie oublié dans une chemise grise. Je savais reconnaître ces angles morts. Ils existent pour qu'on y oublie des choses. Nous sommes repartis à la nuit tombée. Les bottes mordaient la terre humide. Le silence de la montagne est un mensonge. Il est fait d'une infinité de bruits sans hiérarchie. Feuilles, bêtes discrètes, eau sous la pierre, un trait de vent dans une clôture. Pourtant, dans cette rumeur, quelque chose manquait. Pas un chien, pas une cloche, pas une chouette. Cette absence m'a collé à la peau. Marin a basculé un vieux portillon. La chaîne a frotté le fer dans une plainte longue. Lurien a ricané. Mais ses doigts tremblaient quand il a remis le mousqueton. Un peu plus haut, nous avons trouvé un cercle de cendres anciennes, serré comme un anneau.
Aucun bois autour n'avait brûlé. Au centre, des os rongés nettoyés à blanc, alignés selon une logique qui m'échappait. Je n'aime pas les alignements. Ils ressemblent trop à nos colonnes. Ils disent « On sait compter ». Étonnamment, nous ne sommes pas entrés immédiatement en posture d'assaut. Nous menions une forme d'enquête, à la française. Regarder, comparer, noter. Dans le hameau plutôt, j'avais aperçu un vitrail fendu dans la petite chapelle. Une vierge à l'enfant dont les visages avaient été grattés. Le panneau de bois à côté ne portait plus que 3 clous rouillés. Le prêtre défroqué avait parlé de gestes volés. Je n'ai pas su décider si la coïncidence me parlait ou si je la fabriquais. À mesure que nous montions, un chant a commencé. D'abord, je l'ai pris pour un courant d'air dans les sapins. Puis les voix se sont précisées. Des voix de femmes, simples, sans ornement, comme un cantique d'un autre siècle. Elles devenaient pas d'un point mais de partout. Et pourtant j'avais l'impression que quelqu'un me chantait à l'oreille. Moi seul, le lieutenant a levé le poing fermé. On s'est figé. Les voix se sont tues d'un coup, comme si elles attendaient qu'on les rattrape. Nous avons débouché sur un plateau étroit. De l'autre côté, la pente s'inclinait brusquement et s'ouvrait en cercle. Un lac à sec. C'était plus qu'une clairière. Une cuvette noire cernée de roches basaltiques, avec au centre, un endroit où la terre semblait plus chaude, plus vivante. Le puits là, l'odeur a changé. Ce n'était pas la charogne ou la boue. C'était une senteur de lait caillé et de fer. Comme si quelqu'un venait de renverser une bassine de nourrisson dans un atelier de forgeron. J'ai eu la nausée. Marin m'a jeté un regard. Il l'avait aussi. J'ai réentendu les mots de la jeune femme. Ne montez pas au puits, pas cette nuit. Tout en moi voulait descendre, quitter la montagne et ses vides poches. Mais nous avions la ligne. Et notre métier consiste à marcher à l'encontre de l'instinct, jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Nous avons pris position sur l'arrondi du cratère, en arc. En bas, une flamme a jailli, nourrie d'un bois trop vert pour brûler si clair. Des silhouettes ont bougé autour, des femmes. J'ai reconnu leurs gestes avant de détailler leur visage. La manière de passer la main dans les cheveux, d'éloigner la braise d'un coup de semelle, de se parler sans se regarder. Quand l'une a levé la tête, le feu a léché ses joues. C'était l'une de celles de la maison. Le choc m'a coupé net, comme un coup dans la nuque. L'esprit cherche toujours à coller des images. La fille au ruban terne, le pain, le regard droit. Ici, les pièces étaient les mêmes, mais assemblées pour un autre usage. Elle travaillait avec patience. Elle découpait des carcasses, chiens, renards, ou autre chose trop maigre pour être nommée, et suspendirent les morceaux à des perches. Leur peau jusqu'à la taille était couverte de traînées sombres, pas plus troublée qu'un tablier de cuisine. Elle chantait à mi-voix, cette fois, et je n'ai pas compris s'il s'agissait de mots. Par moments, une mélodie montait qui rappelait une berceuse, brisée tout de suite par un intervalle étranger, comme si quelqu'un d'aveugle avait posé un doigt là où il ne faut pas. Le lieutenant a crié ce qu'on crie toujours. Dans le creux, les femmes se sont arrêtées. Elles n'ont pas eu peur. Elles nous ont cherché des yeux, la main en visière, puis, d'un accord tacite, elles ont attaqué la pente. Certaines couraient comme des chamois, d'autres à 4 pattes, d'autres encore reculaient sans se retourner, plus vitement qu'un homme ne s'est avancé. J'ai cru à un glissement de terrain à l'échelle humaine, un mouvement de matière plus qu'une course. Je n'ai pas tiré. Je savais qu'on n'atteindrait pas une chose qui sait déjà où elle va. À gauche, une rafale a claqué, sèche. Un cri, marin je crois, s'est brisé sur une pierre. Lurien a disparu du champ de ma lampe. Tout s'est mis à courir en sens contraire. J'ai suivi. La descente nous arrachait les chevilles. Les arbres nous fouettaient. Pourtant, ce n'était pas la course qui m'a fait peur. C'est d'avoir entendu derrière ma nuque, à moins d'une main, une respiration qui n'était ni l'une ni l'autre de celle de mes camarades. Pas essoufflée, régulière, appliquée, comme un professeur patient qui accompagne la main d'un enfant. J'ai refusé de me retourner. Je préfère l'ignorance au visage. J'ai trébuché. J'ai senti la terre me remplir la bouche, le goût du fer sur la langue, la douleur brute du cartilage heurté. Je me suis tassé contre un tronc, à hauteur d'homme, là où la mousse garde l'odeur du jour. Les voix plus bas se sont mises à rire, un rire sans mèche qui n'explose pas, qui coule. Dans l'interstice des branches, une silhouette s'est arrêtée à quelques mètres. Elle a penché la tête longuement, comme un renard devant un sac trop plein. Puis elle s'est éloignée, sans un bruit. J'ai su qu'elle n'avait pas renoncé, simplement qu'elle avait noté où j'étais rangé. Plus tard, j'ai rejoint 2 ombres, Casting, notre pointeur, et Lurien qui tremblait comme si on lui avait greffé le froid. Nous avons attendu là, collés au sol,
jusqu'à ce que la nuit, épuisée, consente à pâlir d'un doigt. Alors les bruits normaux sont revenus, un merle insolent, une goutte, une brindille. Nous n'étions plus les mêmes hommes qu'avant le cratère. À l'appel du matin, il en manquait un. Camus. Personne n'avait entendu son nom dans la nuit. Seulement un cri plutôt sans mots comme un bois qu'on casse en deux. Nous avons cherché 2 jours. Des renforts sont arrivés, sérieux, chirurgicaux, avec le professionnalisme de ceux qui ne savent pas ce qu'ils cherchent et ne veulent pas le savoir. Les chiens n'ont rien donné. Ils hésitaient sur leurs pattes, baissèrent la tête, les oreilles prises dans le vent comme des voiles déchirées. On a trouvé le fusil de Camus planté dans une fourche, frotté de brun au garde-main. Plus bas, une botte. À 100 mètres, un gilet pare-balles, lacéré comme par des dents qui n'existent pas dans le catalogue. Le prêtre défroqué est venu vers nous. On ne l'avait pas appelé. Il avait à la main une clé qu'il tournait sans cesse, rituellement, comme pour rouvrir une porte qu'on a murée. Il a dit son nom, Allard. Puis il a désigné le cratère. Là, autrefois, on menait les bêtes quand la sécheresse durait. On croyait que les puits réclamaient une part pour rendre l'eau. On appelait ces femmes les fiancées du puits. Ce ne sont pas des sorcières comme dans les livres. Elles ne veulent la mort de personne. Elles veulent qu'on n'oublie pas. Et pour cela, elles prennent. Nous n'étions pas préparés à l'entendre parler ainsi, sans rhétorique. J'ai tenté, il y a des années, de les affronter à ma manière. J'ai crié des paroles anciennes. J'ai pensé qu'une croix suffirait. On m'a fait savoir, la nuit suivante, que je n'avais pas compris. Ce qui tient ici ne se casse pas en deux. Alors on m'a ôté l'outil. Je ne peux plus bénir ni absoudre. Je peux seulement prévenir. Mais vous ne m'écouterez pas. Vous avez trop d'angles et de chiffres. Il a souri. Je sais ce que vous pensez, que je vous piège par des fables pour protéger des complices. Vous êtes de la ville. Vous croyez que la montagne vous ment. C'est l'inverse. Dans l'après-midi, il nous a menés à une chapelle en ruine à flanc de pente. Le cœur tenait encore voûté comme un dos. Sur la pierre de l'autel, les initiales d'une confrérie oubliée, SBM, et la date 1683. Allard a posé la main sur la gravure et a dit « Ils ont écrit « Sub monte benedissimus », mais la bénédiction ne passait plus. Alors ils ont semé un autre mot sous la pierre, un mot qu'on ne peut pas dire parce qu'il fait venir ce qu'on ne peut pas renvoyer. Il n'a pas insisté. Nous non plus. Dans notre métier, il faut parfois accepter de cohabiter avec un trou. La nuit suivante, j'ai rêvé que je m'asseyais à la table des jeunes femmes. Elles me tendaient le même pain, la même viande. Je voulais refuser, mais ma faim me commandait. À ma droite, Camus prenait un couteau, il découpait, il souriait. Quand j'ai voulu poser la main sur son avant-bras, j'ai senti sous ma paume la froideur d'une pierre de l'Allier. Il n'était déjà plus là. Il tenait sa place, mais dedans il manquait quelque chose. Je me suis réveillé très doucement, comme si quelque chose avait relâché mes côtes. Au matin, Vauvert a proposé la retraite. Il avait ce courage-là. Savoir renoncer quand on ne sait pas nommer l'ennemi. La radio a grésillé longtemps. Au bout, quelqu'un a dit des mots administratifs. Je traduis. On ne rentre pas avec un disparu. On nettoie d'abord. Nous sommes montés encore une fois. La cuvette était vide, nettoyée comme une église fermée depuis 1 an. Pas une trace de sang, rien que des empreintes circulaires. Pas vraiment des pas, dans la vase sèche. Le vent, au bord, restait chaud. Il s'est élevé une sorte d'haleine, comme quand un four s'ouvre. Je n'ai pas su si c'était un adieu ou un accueil. L'ordre est arrivé plié dans la voie. Rapporter ce qui se peut, ranger ce qui dépasse, et écrire le reste autrement. Les grandes personnes appellent cela maîtriser la narration. Nous avons noté ce que nous pouvions et nous avons avalé ce que nous devions taire. On a rédigé désertion. Ce mot la mort, il transforme les morts en lâches et les vivants en gardiens d'armoire. La famille de Camus a reçu une lettre sèche. Nous n'avons pas été invités aux obsèques. Il n'y en a pas eu. Une absence ne s'enterre pas. Avant de partir, je suis retourné seul au hameau. La maison de la vieille femme était ouverte. Les assiettes sales attendaient dans l'évier, couvertes d'une odeur qui n'était pas pourrie mais déjà derrière la porte. Sur la table, un ruban gris oublié ou posé. J'ai entendu un pas dans la pièce à côté. J'ai dit « Aline ?» Le pas s'est arrêté. Je n'ai pas insisté. J'ai reculé sans tourner le dos et je suis sorti dans la lumière basse, celle qui n'appartient à personne. Allard m'attendait dehors, assis sur une pierre. Il a demandé « Vous avez goûté ?» J'ai dit non. Il a souri. Un sourire qui ne voulait ni me croire ni me nier. Souvenez-vous seulement, ce qu'on accepte de la montagne, on ne le rend pas.
Puis il a ajouté à voix plus basse, « Elles ne vous veulent pas du mal, elles veulent que vous vous souveniez. Il y a ici des siècles qui ne savent plus comment parler, alors elles chantent. Et parfois, elles prennent un nom pour écrire une phrase. Nous sommes repartis, la montagne nous a laissé descendre. Dans le camion, personne ne parlait. Le goudron a fini par avaler les cailloux. La forêt s'est changée en panneaux, en sens giratoire, en trottoir. Quand on a aperçu le premier supermarché, un soupir a fait le tour. Je ne sais pas si c'était du soulagement ou une douleur qu'on répète pour qu'elle passe. Des années ont glissé. J'ai quitté l'armée. J'ai choisi la gendarmerie, l'ordre humain des petites choses. Des voisinages, des fenêtres cassées, des mains qui se lèvent à moitié dans la rue. J'ai essayé d'oublier. Une nuit d'hiver sur la presqu'île de Lyon, j'ai cru reconnaître un chant lointain si discret que je me suis dit que j'avais inventé. Une autre fois, rue de la Barre, j'ai suivi une femme qui tenait sa tête comme on tient un secret. Elle s'est arrêtée devant une vitrine, sa main a effleuré le reflet. Elle ne s'est pas retournée. Son profil dans le verre avait quelque chose d'Auvergne. Un relief de pierre et de lait. Je raconte aujourd'hui parce que je sais que certains d'entre vous ont des histoires qui ne trouvent pas de bouche. Parce que je sais que les montagnes françaises gardent des choses qui n'entrent pas dans les livres d'histoire. Et que nos villages, parfois, savent se taire trop bien. Si ce récit vous parle, dites-le. Écrivez-moi vos propres silences. Abonnez-vous si vous voulez suivre. Pas ma vie, mais la trace de ceux qui n'acceptent pas d'être perdus. Laissez un commentaire, pas pour moi, pour ceux qui restent coincés derrière une porte sans poignée. Le courrier est arrivé un lundi, dans un carton sans timbre, déposé dans la cour de la brigade, entre deux vélos saisis. À l'intérieur, une chemise Kraft, une odeur de cave. Il n'y avait pas de lettres, seulement 3 choses. Une plaque d'identité militaire de Camus, une photographie sépia d'une procession villageoise, où des femmes portaient des rubans gris sur des robes noires, et la clé d'Allard, reconnaissable à sa rouille rouge, à sa forme trop ancienne pour nos portes. La plaque, je l'ai tournée dans ma main. Le métal était froid, obstiné. La photo, je l'ai posée contre la fenêtre. Le soleil a révélé des détails qu'on n'avait pas vus à l'ombre. Au fond, derrière le cortège, la silhouette d'un puits, le même arrondi, la même cicatrice de basalte, et sur la gauche, un enfant qui regarde en arrière, la tête penchée, exactement comme l'avait fait la silhouette dans la nuit. La clé, je n'ai pas su à quoi elle ouvrait. Peut-être rien, peut-être seulement des mots qu'on ne retourne pas. J'ai pris un jour de congé, j'ai conduit jusqu'au mont du Lyonnais, uniquement pour me mettre face au vide. Là-haut, l'air avait ce goût d'eau que j'avais connu là-bas. J'ai fermé les yeux. La mémoire ne défait jamais ses sacs. Elle ajoute des poches. Un chant m'a effleuré. Pas dans mes oreilles, dans ma poitrine, comme si ma cage thoracique voulait résonner. J'ai su, sans savoir comment, que je n'étais pas seul sur la butte. Je n'ai pas ouvert les yeux tout de suite. J'ai laissé venir l'idée, ou la présence, jusqu'à ce qu'elle s'arrête à une distance polie que je connaissais déjà. Celle qui sépare un homme éveillé d'un rêve qui ne veut plus partir. Quand j'ai consenti à regarder, j'ai vu, dans la clarté blanche, une femme debout, les bras le long du corps, simple, avec cette immobilité des statues populaires qu'on promène au mois de mai. Elle avait un ruban gris au poignet. Son visage n'était ni celui d'Aline ni celui d'aucune autre. Il était celui qu'on met à la place pour continuer. Elle m'a observé un moment, sans défi, sans douceur, puis elle a baissé la tête. Un geste de salut ? Je ne sais pas. Puis elle a fait demi-tour et s'est engagée sur le sentier, d'un pas égal. Au détour, elle s'est dissoute dans la lumière. Non pas comme une buée, mais comme quelqu'un qui a pris une autre rue. Je pourrais dire que j'ai eu peur. Ce n'est pas vrai. J'ai eu l'impression étrange d'être ramené à ma place. J'ai pensé à Camus, à sa plaque froide, à la table de la vieille, au pain, à la viande qu'on n'identifie pas. J'ai pensé à Allard, à ces mains de prêtre qu'on a rendues inutiles. J'ai pensé aux mots, ce qui nourrit attache. Le soir, en rentrant, j'ai glissé la clé dans la boîte où je garde ce qui n'entre nulle part. J'ai rangé la photo et la plaque. J'ai fait chauffer de l'eau. J'ai regardé ma cuisine devenir un peu de brume. J'ai compris que rien ne se clôt, que nous ne sommes jamais quittes. Ce qui s'est passé là-haut continue de s'écrire à travers nos trajets, nos escaliers, nos regards, nos rubans. J'ai compris aussi que le récit n'est pas un procès-verbal. C'est une lampe qu'on allume pour que quelqu'un, quelque part, reconnaisse un passage. Quand je me couche, certains soirs, j'entends le vent dans les antennes, ici, en ville. Il a parfois la même voix que là-bas. Il ne me menace pas. Il me rappelle. Et ce rappel, j'ai appris à ne plus le craindre.
J'ai appris à l'écouter comme on écoute un vieux voisin qui ne dit jamais tout, mais qui, par ses silences, vous indique où poser le pied. Je n'ai pas la fin que vous voudriez. J'ai mieux, ou pire, j'ai une trace. Elle me suit comme mon ombre et parfois passe devant moi.